Révélé que cette entreprise-là, j'ai enquêté sur le FDFP et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait près de 7 milliards. 500 milliards dans la filière café-cacao, aucune enquête judiciaire, rien. Vous avez détourné l'argent, mais attends, vous avez détourné l'argent de la réhabilitation de l'université. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi, en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que j'ai dénoncé un voleur. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit... Destiné à la France. Et sa phrase fige le banquier. L'air conditionné ronronne dans le bureau présidentiel de Kossiam. Ibrahim Traoré bloque 3 milliards destinés à la France. Et sa phrase fige le banquier. L'air conditionné ronronne dans le bureau présidentiel de Kossiam, mais une tension palpable règne dans l'atmosphère. À 35 ans, Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle génération de dirigeants africains qui refusent la soumission. Voleur. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que le gars, ce monsieur-là, il facturait les clés USB, là, les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum, là, les 32 gigas ou bien combien de gigas, là, à 16 000 maximum. C'est 2 000, 3 000, 5 000, pas plus de 6 000. Voilà, ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Les parapluies qu'on vend à la rue pendant les saisons de pluie à 2 000 là, ce gars-là les facturait à 200 000 francs un parapluie. Les numéros de compte bancaire où l'argent partait, il y a tout produit. Au lieu qu'on mette le gars aux arrêts, c'est moi ils ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Oh mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand il a fini de produire toutes les preuves, ils ont dit mais vraiment ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni vu ni connu. Et l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Donc celui qui gérait au côté de l'entreprise. Donc Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Oui. Le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'État. Donc, mais bien avant, je voudrais rappeler à notre ami. Allez-y, c'est votre parole, allez-y. Alors, je crois qu'il faut éviter d'arriver à des conclusions simplistes pour des faits aussi graves. Nous avons dit, nous n'analysons pas les décisions de justice à géométrie variable. Non, c'est pas ça. Nous disons que la justice de Côte d'Ivoire ne peut pas envoyer quelqu'un à la haie. Il y est retenu pour un procès et en catimini, on envoie un commissaire de justice à Yopougon pour aller le chercher. Ça, c'est un fait. Le bon sens, M. Kokura. Comment on peut accepter ça? Comment on peut le faire? Est-ce qu'une justice qui se respecte peut procéder ainsi? Le pays nous ridiculise de cette façon. Ça, c'est ridiculiser la justice, c'est ridiculiser la Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens entendent un fait comme ça, ils nous demandent, vous êtes sûr que ça s'est vraiment passé? J'ai dit oui, ça s'est passé. Ce n'est pas possible, c'est ce qu'ils nous disent. J'ai dit oui, ça s'est passé dans mon pays. Et même, il a dit qu'il y aurait des enquêtes sur ces massacres, y compris sur ses propres. Il a dit qu'il y aurait des enquêtes. L'enquête est faite par l'ONU. L'ONU concluait leur culpabilité. Il avait à les condamner. Il ne l'a pas fait. De ces élections, il s'agit de se battre pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. C'est un enjeu fondamental. Notre pays est en train de nous échapper complètement. Déjà au niveau des grandes sociétés d'État, tout a été vendu. Et j'ai été très choqué de voir que les grandes sociétés comme la CIR, eh bien l'État ivoirien n'est plus majoritaire. L'État même à 1,54% et la Petroci sauve la mine en ayant à peu près 40, mais en tout état de cause, quand on fait la somme des participations au capital, c'est-à-dire l'État lui-même qui a un très faible poids dans cette société, la Petroci qui a une participation, mais tout le reste, c'est du secteur privé et beaucoup plus le secteur privé extérieur à la Côte d'Ivoire. Donc quand vous voyez ça, vous dites qu'il y a danger. Parce qu'aucun pays développé
ne peut assujettir un secteur aussi stratégique que le carburant à des partenaires, même des amis étrangers. Ce n'est pas possible. Ici, nous sommes arrivés à ça. C'est comme la Côte d'Ivoire Télécom qui a été vendue à Orange. Et dans Orange, l'État n'a que 5%. Ça veut dire que même si on veut avoir des informations sur les communiqués, on ne peut même pas. Un autre outil de communication, c'est-à-dire ce qu'on se dit entre nous Ivoiriens, c'est des partenaires extérieurs à la Côte d'Ivoire qui ont accès à l'information. Et c'est eux qui fixent le prix. Et c'est un danger. C'est comme l'eau. On est pratiquement à 3% du capital. Donc quand on fait le tour d'horizon au niveau des grosses sociétés qui font la Côte d'Ivoire et qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire, eh bien nous avons tout cédé. On a cédé l'eau, l'électricité on a 15%. Pourtant, dans toutes les villes où je suis passé, on coupe régulièrement le courant. L'eau, régulièrement coupée. Donc les Ivoiriens payent maintenant cher pour ne pas avoir de l'eau tout le temps et pour ne pas avoir du courant tout le temps. Alors qu'avant, on payait très peu, mais on avait de l'eau tout le temps et du courant tout le temps. C'est un paradoxe. Or, on nous fait comprendre qu'on cède pour que ça soit plus efficace. En réalité, on cède pour qu'on paye plus cher, pour que ceux qui ont ça puissent s'enrichir davantage. C'est le constat qu'on fait. Mais la qualité de tous ces services-là, c'est à l'eau. Et dans les villages, ça va encore plus bas. Mais les 4200 qui sont entre 1800 et 6000, qui les empoche? Ça veut dire que nous sommes devenus des esclaves pour des gens qui pratiquement ne font rien et qui viennent ramasser ce que nous produisons. Je dirais même gratuitement. Et eux, ils s'en vont s'enrichir et nous, nous vivons dans la pauvreté. Donc, nous sommes face à cette réalité-là. Maintenant, nos terres, avec l'orpaillage clandestin, nos terres sont en train de nous échapper. Alors, si nos grosses sociétés nous échappent et que nos terres nous échappent, ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre pays. L'article 48 doit également s'appliquer au chef de l'État et certains membres de son gouvernement bénéficiant de la double nationalité. Maintenant que le RHDP a ouvert la boîte de Pandore sur la question de la nationalité, je pense qu'il est tout de même naturel de l'élargir à tous. Il n'y a pas de constitution ou de loi que pour trouver des poux à l'opposition. La loi est impersonnelle et doit donc être élargie à tout Ivoirien. Maintenant que le dossier Thiam est vide de sens, le procureur devrait s'intéresser aux multiples nationalités du chef de l'État ivoirien. Le président Ouattara dit qu'il est né ivoirien, de parents eux-mêmes ivoiriens. Mais le président Ouattara était voltaïque à un certain moment de sa vie. Il a lui-même reconnu lors du forum de la réconciliation, lui dont la présence était vide avant 1982 en Côte d'Ivoire. La date de son apparition, brusque dans ce pays. Il a eu un parcours académique en tant que voltaïque. Il a eu une bourse pour aller étudier aux États-Unis en tant qu'étudiant voltaïque. Il s'est marié aux États-Unis en tant que personne voltaïque. Il a travaillé dans des institutions internationales et régionales en tant que voltaïque. Il a même acheté des biens ici en Côte d'Ivoire en se présentant avec des documents voltaïques. Alors pourquoi jusque-là aucun décret de renonciation à cette nationalité voltaïque n'a été délivré? Article 48, oui, article 48. À quel moment est-il redevenu ivoirien?